Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée dont voici le sommaire. Le groupe Al-Mourabitoun a revendiqué l'attaque hier à Radisson Blu de Bamako. Le bilan de l'attaque perpétrée hier à l'hôtel Radisson Blu s'alourdit, 27 morts. Le Mali est en état d'urgence pour 10 jours et 3 jours de deuil national ont été décrétés en mémoire aux victimes. Et cette prise d'otage meurtrière intervenue pendant le deuxième sommet ordinaire du G5 Sahel sur le fait réagir les chefs d'État dont le président du Faso. Ils ont à l'occasion pris plusieurs résolutions pour lutter contre le terrorisme. Et puis, quel bilan fait-on de la transition ? La loi anticorruption et le pacte pour le renouveau de la justice ont fait l'objet de communications ce vendredi dans la ville de Sia. Acquis de la transition, insuffisance à suivre bout en bout. C'est tout à l'heure, au moment où la campagne électorale bat son plein. La CCVC donne de la voix politique, oui, mais préoccupations des populations d'abord. Nous recevons sur ce plateau Bassolma Bazier, le porte-parole de la CCVC. Bienvenue, monsieur Bassolma. Merci bien. Rentrée de N'Djamena, le président du Faso Michel Kafando était hier dans la capitale tchadienne aux côtés de ses pairs pour le deuxième sommet ordinaire du G5 Sahel sur la sécurité. Outre la prise d'otages meurtrière à l'hôtel Radisson Blu de Bamako, plusieurs résolutions ont été prises pour lutter contre le terrorisme. Le sommet s'est également penché sur la question du développement dans les pays du G5 Sahel. Le point avec nos envoyés spéciaux Mamadou Dabiré et Ernest Kambiré. C'est un sommet des chefs d'État du G5 Sahel consacré à la sécurité et au développement dans la bande sahélo-sahélienne, largement dominée par l'attaque terroriste et la prise d'otages à Bamako. À l'annonce de cette énième attaque au Mali par le président Idriss Déby Itno, président hôte du sommet, c'était l'indignation et la consternation dans la salle à l'ouverture du sommet. Et c'est entre compassion et condamnation que les chefs d'État du G5 et le sommet ont pris des engagements forts pour contrer la menace terroriste. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une école régionale de guerre du G5 Sahel en République de Mauritanie. Un centre de formation qui sera fonctionnel dès 2016. Toujours pour faire face à la menace terroriste, le sommet a décidé de la création immédiate d'une force conjointe de patrouille militaire dans les pays membres du G5 Sahel. Lutter contre le terrorisme, c'est aussi apporter des réponses à la pauvreté, au trafic illicite de tout genre, au chômage des jeunes et aux flux migratoires dans le Sahel. Le sommet ordinaire du G5 Sahel a donc décidé de la création d'une compagnie aérienne régionale pour améliorer les dessertes, de la construction d'une ligne de chemin de fer reliant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Pour booster le développement, les chefs d'État ont souhaité de toute urgence la formulation de projets structurants dans les secteurs des infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques et agricoles, avec le soutien des partenaires techniques et financiers qui ont activement pris part au sommet. Préoccupés par la situation des jeunes, les chefs d'État ont dit être conscients que le G5 constitue un espace d'origine et de transit des migrants et qu'il ne saurait y avoir de développement et de sécurité sans une jeunesse saine, éduquée et épanouie à même de contribuer à l'effort et au progrès national. Il est de notre devoir de les fixer et de les orienter vers des activités génératrices de revenus à même de leur permettre de se prendre en charge. Il en est de même pour les femmes. C'est la seule voie du salut. Je lance à cet effet un appel à nos partenaires de nous soutenir dans cette démarche. Le président tchadien Idriss Déby, président en exercice entrant du G5 Sahel, a salué les importantes résolutions du sommet avant de réaffirmer son engagement à poursuivre et à consolider les actions du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie. Le président du Faso a quant à lui réaffirmé la disponibilité et la volonté du Burkina Faso à participer à la recherche d'une véritable stabilité dans la sous-région. Le Burkina doit avoir confiance au G5 Sahel. Le Burkina doit mettre tous les atouts nécessaires pour que ce groupe-là fonctionne. Et le Burkina doit avoir pleinement confiance dans cet instrument-là. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut observer, c'est un groupe beaucoup plus structuré, beaucoup plus logique, j'allais dire,
En tout cas, je peux vous dire que c'est une conférence fort réussie, positive, parce qu'elle ne s'est pas contentée de faire des déclarations, comme on a l'habitude de le faire. Elle a mis en place des projets concrets. Reste à consolider tous ces projets au plus vite sur le terrain. Dans tous les cas, la région sahélienne ne pourra croître et se développer si elle est soumise à des actes de violence, des crises alimentaires et à une instabilité politique à répétition. Merci Ernest Kambiré. En marge de ce sommet, dans la capitale tchadienne, le président Michel Kafando a accordé 2 audiences, une au chargé d'affaires du Luxembourg au Burkina et l'autre à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel. Nous y reviendrons en plus en détail dans nos prochaines éditions. On l'annonçait. En titre, le groupe Al-Mourabitoun a revendiqué l'attaque perpétrée hier dans l'hôtel du Radisson Blu de Bamako. Le bilan fait état de 27 tués sur les 170 personnes qui étaient dans l'hôtel. Le Mali a décrété en leur mémoire 3 jours de deuil national. Le pays est même en état d'urgence pour 10 jours. Suite de ce journal dans les hauts bassins. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida était hier dans la commune de Bama pour l'inauguration d'un nouveau collège d'enseignement général. Cette infrastructure a été réalisée dans le cadre du PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition. Reportage signé Martin Zerbo et Moussa Sanon. L'école primaire publique de Badara dans la commune de Bama a son collège d'enseignement général. Un complexe scolaire composé d'un bloc pédagogique, d'un logement et de latrines. Inauguré officiellement ces jours par le Premier ministre, ces infrastructures sont une réalisation du PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition. En termes d'éducation, nous avons pu réaliser un certain nombre d'infrastructures, dont celle-là, qui a été construite ici à Bama, pour donc faire face au déficit d'infrastructures dans le cadre du continuum. Avec ces CG, c'est une chance qui est désormais offerte aux élèves de l'école primaire de Badara de poursuivre leurs études tranquillement dans le poste primaire. Je crois que ce n'est pas toutes les communes qui ont eu la chance d'avoir un joyau comme ça. Et si Bama a eu cette chance-là, je crois que c'est véritablement une fierté qui nous anime aujourd'hui. Il y a des classes pléthoriques en termes d'effectifs. Je crois que ça va réduire un temps soit peu les effectifs dans les différentes classes. Il est question donc de veiller à ce que rapidement il y ait des professeurs. Je pense que cela sera fait par le ministère en charge. Il est également question de penser à électrifier le bâtiment pour permettre son exploitation optimale. Nous allons réfléchir sur la question. Le chef du gouvernement est d'accord qu'il faut un certain nombre de mesures pour accompagner le nouveau collège de Badara. Un complexe scolaire qui aura coûté au PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition, la bagatelle de 30 millions de francs CFA. Des réalisations à mettre à l'actif du gouvernement. Mais quel bilan fait-on de la transition? La loi anticorruption du pacte pour le renouveau de la justice ont fait l'objet de communication ce vendredi dans la ville de Sia. Acquis de la transition, insuffisance et perspective pour un Burkina post-insurrectionnel. La rencontre entre dans le cadre d'une tournée d'échange entreprise par le gouvernement. L'étape du Bobo Dioulasso à suivre avec nos reporters Drissa Traoré et Widia Rukessano. Une réduction de 80 francs CFA en tout sur le prix des hydrocarbures, la réouverture de certains dossiers de crimes de sang, le programme social d'urgence de la transition pour notamment soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Des acquis parmi d'autres relevés dans cette communication sur le bilan de la transition. Il s'agit vraiment d'un échange direct, franc, pour que les populations, à travers cet exercice de redevabilité, plus se rendre compte du travail qui a été abattu par la transition et amener les populations à s'approprier donc ces concepts, ces valeurs, le contenu de ces dispositions, les mettre en œuvre et cela donc permettra évidemment de réformer le système de gouvernance et réussir les élections au Burkina Faso. Le RSP, l'insuffisance de financement, les différentes grèves et manifestations sont au nombre des difficultés rencontrées par la transition. Certaines demeurent, mais le communicateur reste confiant quant à l'avenir du Burkina Faso. À travers donc la réforme du cadre institutionnel, du cadre législatif, du cadre réglementaire,
il y a un certain nombre de libertés aujourd'hui qui sont une réalité. Je reste persuadé donc qu'il y a un lien qui permettra en tant que tel au prochain gouvernement de continuer sur cette dynamique. La loi anticorruption et le pacte pour le renouveau de la justice, deux autres acquis de la transition, ont aussi fait l'objet de communication. Une série de communications bien appréciées dans l'ensemble par les participants. Merci Rodia Sanou. Nous venons cette fois-ci à notre entretien et nous accueillons sur ce plateau Bassolman Bazé. Il est le porte-parole de la CCVC, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité pour les libertés. Pendant que les candidats sont sur le terrain à la rencontre de l'électorat, la CCVC donne également de la voix. Politique, oui, mais préoccupation des travailleurs d'abord. Qu'en est-il de votre campagne? Exact. Merci bien pour votre disponibilité à nous recevoir sur votre plateau. Avant de répondre à votre préoccupation, permettez-nous, au nom de l'ensemble des organisations de la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, contre l'impunité, contre la fraude et pour les libertés, d'adresser à l'ensemble du peuple burkinabé, une fois de plus, notre profonde compassion et nos souhaits de prompt rétablissement à tous ceux qui ont été touchés dans le cadre non seulement de l'insurrection populaire, mais aussi du putsch manqué du 16 septembre. Au-delà de notre territoire, permettez-nous aussi de nous adresser par le biais de la solidarité internationale à l'ensemble des peuples du monde qui sont touchés dans le cadre des actes terroristes qu'on vient de constater, même au niveau du Mali. Donc c'est l'occasion pour nous de réitérer vraiment notre profonde compassion, notre solidarité à l'endroit de ces peuples. Et comme vous avez su l'introduire dans la période de la campagne politique, il est un devoir pour la Coalition nationale contre la vie chère de recenser l'ensemble des préoccupations qui concernent les populations et de les adresser à qui de droit, d'autant que les 14 candidats qui font campagne pour avoir accès au fauteuil présidentiel estiment avoir des programmes. Nous avons fait le constat amer qu'à l'issue de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le peuple burkinabé qui a dit non à un certain nombre de travers, en ce qui concerne la vie chère, en ce qui concerne la violation des libertés, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, la lutte contre la mauvaise gouvernance. Et on avait foi qu'au lendemain de cette insurrection, le peuple burkinabé allait avoir un début de solutionnement de ses préoccupations. Malheureusement, même s'il y a eu quelques acquis politiques au niveau social et économique qu'on peut énumérer au niveau de la gestion de la transition, nous restons quand même sur notre faim et de façon grande. En ce sens que beaucoup de préoccupations n'ont pas été prises en compte, liées au fait que notre pays véritablement cela est dû au fait que notre pays véritablement n'est pas indépendant. Vous constaterez que au lendemain de l'insurrection, on a canalisé le rôle de la transition, a estimé que c'est uniquement des élections qui devaient être organisées. Pourtant, l'insurrection populaire, à l'issue de laquelle des jeunes ont perdu la vie, 34 pendant l'insurrection, et autour d'une dizaine, 15 personnes pendant le putsch, ce n'était pas uniquement pour l'organisation d'élections. Donc la question économique, au plan économique, il y a des difficultés, au plan politique, il y a des difficultés, au plan social, il y a des difficultés. Et donc, de ce point de vue, on ne pouvait pas croiser les bras. C'est notre rôle de recenser l'ensemble de ces éléments, de nous adresser aux acteurs, d'autant qu'ils estiment qu'ils peuvent bien gérer ce pays. Mais vous avez suivi le passage des candidats sur nos antennes. Ils ont déballé leur programme. Est-ce que dans ces programmes-là, les travailleurs ne trouvent pas satisfaction? Je pense qu'il faut, avec fermeté, et bien sûr, esprit de suite, lancer un appel à l'ensemble du peuple que, au-delà des programmes qui se lisent, qui se commandent sur les antennes, les vrais acquis pour un peuple en termes de liberté, en termes d'avancée démocratique, en termes d'avancée économique et politique, ce n'est pas à travers un bulletin qu'on met dans l'urne. C'est l'engagement, la mobilisation, la détermination de ce peuple à interpeller tous les acteurs, qui soient-ils, à prendre sa destinée en main, à faire en sorte de façon courage et fermeté, interpeller les uns les autres, de sorte que celui qui, véritablement, sur le fauteuil présidentiel, dans sa gestion, ne prendrait pas en compte les préoccupations du peuple burkinabé, que, véritablement, on lui indique qu'il se retrouve dans une position où serait un fauteuil qu'il ne devait pas occuper. Donc, les gens peuvent faire la campagne, ils peuvent présenter leur programme politique, mais nous estimons que c'est en conscientisant le peuple, en le formant, en l'interpellant pour qu'il se mobilise, qui permettra à chaque président qui viendra véritablement de prendre ses préoccupations en compte. D'autant que dans notre pays, ça ne sera pas la première élection présidentielle. Il y a eu des élections présidentielles. Il y en aura encore. Mais quand nous faisons la sommation de toutes ces élections présidentielles, qu'est-ce que véritablement ça peut apporter au peuple burkinabé? Point d'interrogation.
Donc il y a nos questions de liberté fondamentale qui sont en jeu. Aujourd'hui, vous constaterez qu'à travers la ville de Ouagadougou, dans plusieurs ministères, il y a des luttes qui se poursuivent. Au plan économique, nous avons demandé de desserrer l'étau autour des travailleurs. C'est vrai que la loi 013 est en relecture et ça sera probablement adopté dans les jours à venir par le Conseil national de la transition. Mais l'augmentation salariale est une préoccupation posée à notre niveau. Quand nous prenons la question des libertés, nous estimons que l'État, surtout les autorités de la transition, en tout cas, ne tiennent pas parole. C'est ce que nous avons constaté, d'autant que nous sommes dans une période où on constate toujours des licenciements abusifs et même les autorités de l'État au haut lieu, quand elles écrivent pour dénoncer ou refuser un licenciement, c'est fait. À l'autre niveau, c'est notre indépendance militaire. Vous constaterez que notre pays, il y a des bases militaires dont personne ne connaît le contenu de ces accords. Et pourtant, nous, nos revendications, c'est de faire en sorte que notre armée, nos forces armées soient mieux formées, mieux dotées pour sécuriser le pays. Au plan politique également, c'est la même chose. En tout cas, à l'endroit de l'ensemble des candidats, ils promettent terre et ciel au peuple burkinabé. Nous sommes partants, mais nous attendons. Nous allons continuer sur le terrain de conscientiser, de mobiliser les militants et de rester fermes par rapport à toute personne qui viendra sur le fauteuil présidentiel. C'est-à-dire la réponse à toutes ces préoccupations. Oui, mais la réponse... Oui. Satisfaire la CCVC. Bien sûr, satisfaire les préoccupations de la CCVC, d'autant qu'on a adressé une correspondance à l'ensemble des 14 candidats à l'élection présidentielle, articulée à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le dossier concernant les martyrs et leurs familles. Le deuxième niveau, c'est la lutte contre l'impunité, contre la fraude, contre la corruption. Le troisième niveau, c'est la lutte contre la vie chère. Le quatrième niveau, c'est l'approfondissement de la démocratie dans notre pays en termes de lutte politique et de liberté démocratique. Merci. Bassolma Bazié, il est le porte-parole de la CCVC. Et suite de ce journal, et nous parlons toujours des revendications, ce communiqué du service d'information du gouvernement grève des greffiers, le gouvernement appelle à la reprise du travail. Depuis le 10 novembre 2015, les greffiers observent un arrêt de travail à la suite de l'adoption par le Conseil des ministres du 21 octobre 2015 des décrets d'application de leur statut. Suite à cette adoption, 2 audiences ont été successivement accordées aux greffiers par le secrétaire général du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique par la garde des Sceaux. Lors de ces audiences, les greffiers ont exposé leurs préoccupations relatives aux 2 articles concernant notamment certaines indemnités ainsi que la date de reprise d'effet des décrets. Des assurances leur ont été données que des préoccupations seront transmises au gouvernement pour examen. Nonobstant cette disponibilité des autorités, les greffiers ont décidé un arrêt de travail spontané, sans préavis et illimité. Cet arrêt de travail illégal en la forme et injustifié quant au fond a des répercussions fâcheuses sur le fonctionnement des juridictions et sur les droits des personnes poursuivis ou détenus. En conséquence, le gouvernement burkinabé exhorte l'ensemble des greffiers à faire preuve de responsabilité et de reprendre immédiatement le travail dès la première diffusion de ce communiqué. Il va de soi que des contrôles seront effectués et que les personnes qui auront abandonné volontairement leur poste de travail dans ces conditions seront passibles des dispositions prévues par la loi. En pareille circonstance, Ouagadougou, le 20 novembre 2015, le service d'information du gouvernement. Suite de ce journal, ils sont 4 membres du gouvernement à faire le déplacement hier à Déou, dans la région du Sahel. Une visite qui a permis au ministre en charge de l'éducation nationale, de l'environnement et de l'agriculture de s'imprégner des difficultés qui entravent le bon fonctionnement du fourrage. Christine, on en saura plus avec nos reporters Yacouba Ouedraogo et Joseph Bambara. En avril dernier, le fourrage Christine a arrêté de fonctionner du fait de la panne du groupe électrogène qui l'alimente, ce qui a causé la perte de plusieurs dizaines d'animaux, car ce sont plus de 230 000 animaux qui viennent s'y abreuver par an. C'est afin de s'imprégner des difficultés que rencontrent les utilisateurs de ce fourrage que le ministre des Ressources animales et ses collègues de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de l'environnement et des ressources halieutiques et de l'agriculture, des ressources hydrauliques, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire s'y sont rendus. Ils ont ainsi pu échanger avec la population, ce qui leur a permis de mettre en exergue le problème de la gestion des fonds générés par l'exploitation du fourrage auquel les autorités promettent remédier.
En réfléchissant bien ensemble, peut-être qu'on va trouver une formule qui permette effectivement à ce que cette infrastructure-là s'autofinance et même puisse permettre de faire des aménagements et des investissements complémentaires. Ce déplacement au forage Christine a été l'occasion pour la délégation ministérielle d'effectuer une escale à l'école primaire publique d'Oussi, où le ministre Samandou Koulibaly a encouragé le personnel de cet établissement scolaire. La délégation s'est aussi arrêtée à la brigade territoriale de gendarmerie d'Oussi, où les ministres ont témoigné leur solidarité au commandant de cette brigade et à ces hommes qui ont été victimes d'attaques il y a quelques mois de cela. Vous le savez, chaque 15 octobre, la communauté internationale célèbre la journée de lavage des mains. Sans déroger à la tradition, cette journée a été commémorée hier en différé à Niankoloko, dans l'enceinte d'une école primaire. Question d'apprendre les bonnes pratiques en matière d'hygiène aux tout petits. Idrissa Warga, Kadouro Menki. C'est en différé que la commune de Niangologo commémore la journée mondiale de lavage des mains. Le lieu choisi par les organisateurs pour commémorer l'événement est une école primaire. Un lieu d'apprentissage avec pour espoir que ces enfants intègrent dans leurs habitudes les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Nous avons près de 1000 enfants et nous pensons que ce n'est pas une cible négligeable. Les enfants, si on les responsabilise, ils sont capables de grandes choses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le lavage des mains au savon contribue de façon significative à lutter contre les maladies dues au manque d'hygiène. Le lavage des mains occupe une place très importante. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,5 milliard de cas de diarrhée enregistrés chaque année du fait donc de non-observation du lavage des mains. On ne peut qu'inviter les élèves à se l'approprier, éviter les parents d'élèves et les enseignants à intégrer cette pratique dans leurs habitudes de tous les jours. Chaque 15 octobre, la communauté mondiale commémore la journée de lavage des mains avec pour but l'amélioration des pratiques d'hygiène. À l'occasion, un cours magistral sur les maladies liées au manque d'hygiène a été dispensé à ses élèves par le médecin-chef du district sanitaire de Banfora. Dernier élément de cette édition avec la revue des hebdos. Cette semaine, nos confrères reviennent sur la campagne électorale du 29 novembre. La présumée conversation téléphonique entre Djibril Bassoli et le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire à propos du putsch manqué de mi-septembre ont aussi fait l'objet d'analyses. Sibdi Issa Lankwande. Les hebdomadaires de la semaine reviennent tous sur la campagne électorale pour le double scrutin du 29 novembre. Si le journal du jeudi présente les présidentiables en notant les forces et les faiblesses de chacun, l'hebdomadaire satirique note aussi que les candidats font des promesses en déphasage avec la réalité. L'opinion pense que c'est une campagne sans relief, terne et ennuyeuse du fait de ce qu'il qualifie de refus d'organiser des élections ouvertes. Ce qui a tué le suspense selon le journal, tout en résumant l'enjeu électoral en un combat de coq-lait. Faut-il désespérer des relations entre le Burkina post-insurrectionnel et la Côte d'Ivoire? Le journal du jeudi s'interroge sur la question. Le putsch de septembre a sémé un coup de froid entre les deux voisins, entonne le dromadaire, et pour cause, la circulation d'un présumé enregistrement téléphonique entre Guillaume Soro et Djibril Bassoli, le premier en train de donner des instructions au second pour remettre le projet du coup d'État sur les rails. La guéguerre, selon Gigi, se déroule exclusivement sur la toile, alors que les autorités, elles, ne pipent mot sur l'authenticité ou non de l'enregistrement. Pour l'hebdomadaire satirique, tout porte à croire que le putsch n'a pas été ficelé par tout l'appareil d'État ivoirien, mais bien par le clan Soro. Toute chose qui pourrait disculper le chef de l'État ivoirien et lui permettre de se réconcilier avec ses voisins burkinabés. En attendant, poursuit le dromadaire, la diffusion de l'élément audio est venue jeter un pavé dans la mare des relations boueuses entre Ouagadougou et Abidjan, et il faut vite sortir de cet imbroglio qui, finalement, n'arrange personne. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain à la même heure.